Alors, bienvenue à tous. Chers amis, je constate que nous avons quorum. Conséquemment, notre commission peut entreprendre ses travaux. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui réunis afin de procéder à l'étude du volet Société des alcools du Québec, des crédits budgétaires du portefeuille finances pour l'exercice financier 2025-2026. Alors, M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements ce matin? Non, M. le Président. Bien. Alors, comme vous le savez, une enveloppe d'1 heure a été allouée à l'étude de ces crédits. Et comme le veut notre tradition, nous amorçons immédiatement nos échanges par l'intervention du député de Marguerite Bourgeois, qui dispose à cet effet d'environ 18 minutes. 2 fois. Merci, M. le Président. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je vais commencer avec une question vraiment spécifique. Dans les derniers mois, là, on a vu des réactions un peu partout là, par rapport à, évidemment, là, la guerre tarifaire. Quel est le pourcentage des produits américains actuellement sur les étagères de la Société des alcools? Oui, Monsieur le Président, avec consentement, je donnerai la parole à notre président directeur général, M. Jacques Farcy, et j'en profite pour souligner la présence de Mme Brunet, notre présidente du conseil d'administration. Alors, il y a consentement à cet effet? Consentement. Alors, monsieur, pour les fins de nos travaux, auriez-vous d'abord l'amabilité de vous présenter? Oui. Bonjour, je suis Jacques Farcy, je suis le président et le chef de la direction de la SAQ. Nous vous écoutons, cher monsieur. Alors, la question était combien de produits américains on a sur nos tablettes actuellement? Pourcentage. Pourcentage. La réponse, on n'a plus de produits américains sur nos tablettes actuellement. D'accord, merci. Je suis curieux parce que je trouvais ça intéressant quand je regardais un petit peu ce qui se passe. Évidemment, c'était un petit peu plus médiatique là, avec la Société des alcools, mais on n'a pas, malheureusement, le SQDC avec nous. Eux ont 30 de leurs produits qui sont encore américains. Est-ce que peut-être M. le ministre peut répondre là-dessus? La SQDC est avec nous. Si vous voulez poser une question à la SQDC, oui. On va les envoyer à la... Alors, il y a toujours consentement à cet effet? Consentement, absolument. Alors, peut-être que cela implique un changement de chaise. Bien, ça va être pour une question. Voilà. Alors, madame, soyez la bienvenue parmi nous. Merci. Auriez-vous d'abord l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter? Oui, Suzanne Bergeron, je suis la présidente et chef de direction de la SQDC. Nous vous écoutons. Donc, en réponse à la question, c'est des produits américains sur les tablettes de la SQDC. On n'a aucun produit américain sur les tablettes de la SQDC. Par la loi, nos produits doivent être canadiens. Très bien. Monsieur le député? D'accord. Bien, écoutez, je pense que l'information que j'avais, c'est qu'il y avait quand même des fournisseurs qui représentent Thierry, je pense, et Village Farm, qui sont des entreprises américaines. Donc, si je ne m'abuse, c'est ça des produits qui sont sur les étagères de la SQDC? C'est l'actionnariat des compagnies peuvent avoir des Américains, mais les produits doivent être produits cultivés au Canada par des compagnies canadiennes. Donc, tous les produits qui sont sur les étagères sont de source canadienne? Exactement. OK. Bien, merci beaucoup. Donc, pour ce qui est de la Société des alcools, les opérations et les volumes en tant que tels ont-ils été modifiés un peu cette année par rapport à l'année passée? Est-ce qu'il y a eu continuité de la baisse des volumes cette année? Alors, effectivement, on est en train de finir notre année financière, donc les résultats sont en cours d'audit et seront publiés quelque part début du mois de juin. Évidemment, ils seront publics à ce moment-là. Mais ce qu'on constate, c'est effectivement un recul des volumes, toujours à la SAQ, de l'ordre d'à peu près 1% en litrage dans l'année qu'on vient de finir. Donc, quand on regarde ça, évidemment, c'est... vous compensez ce manque de vente par une augmentation de la marge un peu, j'imagine? Ou comment vous avez fait pour compenser? Alors, en fait, les volumes sont en baisse et donc, conséquemment, l'activité de la SAQ est légèrement en baisse. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé l'année dernière, c'est sur notre efficacité opérationnelle, notre productivité, de manière à s'assurer de protéger au maximum la contribution qu'on amène pour le Québec. Et est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, à savoir, premièrement, l'ensemble des revenus, combien que la baisse a représenté, combien le gain au niveau d'efficacité ça a représenté? En vente dollars, on devrait être autour de 4 milliards 0,42 à peu près. Une fois de plus, les résultats sont très préliminaires. Et la contribution qu'on va être capable d'amener au Québec est de l'ordre de 1,4 milliard, alors que l'année dernière, on était à 1,430 milliard.
Ça, c'est avant TVQ. là. Oui, exactement. Ça, c'est le résultat net de la SAQ, le fruit de notre travail. À cela s'ajoutent effectivement les taxes qui sont perçues sur nos activités et les taxes perçues sur l'alcool. Et ça devrait nous amener à peu près 2,13 milliards de dollars pour l'année en cours. D'accord. Et puis donc, la baisse des volumes a été compensée. La baisse des volumes, le nombre de dollars que ça représente, c'est combien? En fait, la baisse de volume, on est à moins 1%, et la baisse de dollars, on est à moins 1,4%. Moins 1,4? Moins 1,4%. Moins 1,4, d'accord. Donc, on est en ligne à peu près. Le 1,4 a été compensé en efficacité, c'est ça? En fait, il y a les ventes, ce qu'on fait en termes d'activité commerciale, puis ensuite nos coûts à nous, à la SAQ, pour opérer, pour être capable de livrer les ventes et ultimement le résultat net. Et là-dessus, on a été particulièrement vigilants cette année en mettant en œuvre différents éléments d'optimisation qui nous permettent de mitiger nos augmentations naturelles, l'inflation naturelle sur nos coûts. Et ça nous permet d'arriver au dividende que je vous citais, 1,4 milliard, qui est très proche de celui de l'année dernière, malgré le recul de l'activité. Est-ce qu'il y a eu des employés, y a-t-il des embauches additionnelles qui se sont faites à la Société des alcools cette année? Non, le nombre d'employés est en très léger recul. Okay. On va être un tout petit peu moins de 7 000 employés. On était un tout petit peu plus de 7 000 l'année dernière. Et puis, quelle est la proportion de ces employés qui travaillent donc en succursale? Alors, on a à peu près 5 000 employés qui travaillent en succursale, mais on s'entend que dans nos succursales, on a beaucoup de nos collègues qui sont là à temps partiel. Donc, on les compte comme un employé, mais ils ne font pas forcément 100% de leur temps de travail à la SAQ. Ce sont parfois des gens qui soit travaillent de manière ponctuelle à la SAQ, soit ont plusieurs emplois. Au niveau des pistes pour pouvoir augmenter les ventes un peu, vous aviez suggéré, je crois, dans les crédits provisoires, là, que vous regardiez l'idée de vendre les spiritueux là, en ligne. Vous êtes où dans ce projet de loi, dans ce projet-là? Alors, on a annoncé plusieurs initiatives, dont certaines au mois de mars, qui visent à essayer de nous rendre un petit peu plus accessibles, parce que, vous le savez, les consommateurs évoluent, les modes de consommation évoluent, et la SAQ, dans sa modernisation, veut être capable de continuer à bien satisfaire les clients. Et donc, on a fait plusieurs annonces, le fait notamment d'être capable de travailler avec des plateformes collaboratives pour des livraisons de dépannage. Et on a également annoncé la volonté de travailler avec certains partenaires qui sont déjà des partenaires de la SAQ, qui nous permettraient de faire ce qu'on appelle des mini-agences. Vous êtes peut-être familier avec le concept des agences en région qui permettent de compléter le réseau de succursales. On va être capable de tester ça dans un réseau un peu plus urbain sur une offre beaucoup plus limitée de pur dépannage, donc maximum une trentaine de produits. OK. Est-ce que vous voyez là-dedans une piste pour faire croître les revenus de la société à long terme? Alors, on voit en fait une piste d'essayer de continuer à bien satisfaire les clients. Maintenant, il est très prématuré de savoir quel va être le résultat exact. C'est la raison pour laquelle on a annoncé la volonté de faire des pilotes pour apprendre. Mais on devrait être capable d'y voir beaucoup plus clair dans les prochains mois et d'adapter nos plans. On pense qu'il y a une opportunité de satisfaire les clients. Maintenant, ces opportunités demeurent assez limitées dans le plan qu'on met en œuvre. Donc l'idée n'est pas non plus d'aller, je dirais, complètement renverser la vapeur sur la croissance des ventes et la consommation d'alcool partout dans le monde est en recul, ce qui d'un point de vue société est une nouvelle importante. Et pour nous, évidemment, comme vendeurs responsables d'alcool, c'est quelque chose sur lequel on veut s'assurer qu'on pose les bons gestes. Donc, l'inspiration pour essayer cette piste-là, cette ligne de vente des spiritueux en ligne, là, l'inspiration vient de où? On vend déjà des spiritueux en ligne sur SAQ.com depuis de nombreuses années. Là, ce qu'on fait, c'est le dépannage, c'est-à-dire le fait de dire, dans un délai relativement court, si vous souhaitez accéder à certains produits, alors vous allez pouvoir vous dépanner. Pour les livraisons de dépannage, c'est pas tant les spiritueux que les vins. On pense que c'est plus là où il y a un besoin. Certaines autres provinces proches de nous sont déjà en mouvement sur ces ventes-là depuis 2 ans avec beaucoup de succès. Et partout dans le monde, ce type de livraison plus rapide que les livraisons traditionnelles que nous on faisait à la SAQ existe. Et donc, si vous me posez la question de l'inspiration, c'est une pratique qui existe déjà dans d'autres provinces au Canada et ailleurs dans d'autres pays. Et donc, on s'est servi de ce qui se passe un peu là, à l'extérieur. Juste faire du pouce sur un peu ce que la madame de la SQDC a mentionné tout à l'heure.
L'actionnariat des produits que vous mettez là, sur les étagères, ça représente quoi en termes d'actionnariat américain? On est dans une situation à la SAQ qui est très différente parce qu'on distribue des produits de plus de 70 pays de partout dans le monde. Donc on est très clair sur le fait de dire que on amène le monde au Québec depuis de nombreuses années historiquement à la SAQ. Et la demande qui nous a été formulée, ça a été de dire les produits américains faits aux États-Unis sont des produits qu'il était souhaité que la SAQ ne commercialise plus. Donc le 4 mars, on a retiré l'intégralité de ces produits américains fabriqués aux États-Unis. Donc l'actionnariat américain de produits que vous vendez déborde la production faite aux États-Unis. Comme vous le savez, il y en a qui sont produits ailleurs dans le monde, comme en France, comme en Italie, comme ailleurs, un peu partout sur la planète. Là. Il y a plusieurs conglomérats qui détiennent plusieurs marques de commerce un peu partout. Est-ce que ça, vous avez fait un inventaire de l'actionnariat, comme la dame de la SQDC semble être précise, à savoir, il y a 30 là, de l'actionnariat, grosso modo, qui est américain, mais il n'y a aucun produit américain sur les étagères de la SQDC. On a le même produit fait aux États-Unis et pas vendu là, à la Société des alcools. Mais quel est le pourcentage de l'actionnariat derrière? C'est certain qu'avec la quantité de produits qu'on vend, la diversité de produits qu'on vend et la spécificité de notre marché, parce que dans les boissons alcooliques, vous pouvez avoir quelques très gros producteurs de référence avec des très gros écoulements, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui sont, je dirais, des vignerons avec quelques bouteilles qui sont vendues à la SAQ. Donc nous, on ne suit pas l'actionnariat de 100% des sociétés qui nous proposent des produits, on suit l'origine des produits, c'est-à-dire à quel endroit les produits sont élaborés, et les produits qui ont été faits aux États-Unis sont retirés des tablettes depuis le 4 mars. Oui, je comprends. Le concept dans la guerre tarifaire, par exemple, c'est quand même de pouvoir s'assurer qu'on ne fait pas une passe à la palette là, à l'actionnariat américain, un peu d'une certaine façon. C'est eux qui ont l'influence. L'actionnariat a l'influence de pouvoir influencer les politiques de commerce, par exemple. Alors, donc, ma question reste entière. Là. À la SQDC, on a une idée de l'actionnariat américain derrière les produits. Donc, nous, à la Société des alcools, on dit qu'on n'a pas de produits américains, mais on distribue quand même des produits faits par des sociétés américaines. Donc, ma question, ça serait-il possible d'avoir une réponse? Quel est le pourcentage éventuellement? Oui. Peut-être pas aujourd'hui parce que vous ne l'avez pas, mais nous revenir dans les prochains moments. Bien sûr. Monsieur le ministre? Bien, je pense qu'il faut tenir compte de la microstructure de l'industrie. Là. Dans le cannabis, il y a peu de producteurs, donc c'est facile de savoir. Dans le cas de la SAQ, on parle de dizaines de milliers de produits avec des dizaines de milliers de propriétaires. Alors, c'est pas du tout la même situation. Je comprends ce que vous dites, Monsieur le ministre, mais là, on a fait du gros marketing pour dire que nous, on n'a pas de produits américains sur nos étagères. Je comprends cet aspect-là, mais la question reste entière. Est-ce qu'on aide donc les Américains? On donne du profit aux Américains en leur vendant des produits qui sont fabriqués ailleurs qu'aux États-Unis, là, mais quand même, c'est juste dans ce contexte-là. Ce serait un phénomène mineur. Là. Il n'y a pas tant d'Américains qui produisent du vin français qu'on vend ces tablettes au nom que c'est du vin français. Savoir le chiffre, parce qu'à la SQDC, on parle de 30 %. Peut-être que ce n'est pas représentatif du milieu des alcools, mais les Américains ont une empreinte un peu partout à travers le monde. Donc, ça serait intéressant d'avoir la réponse, à savoir des produits qui sont détenus ou vendus par la Société des alcools, quel est le pourcentage dont la propriété est américaine? Alors, il est certain, comme le disait Monsieur le ministre, que nous faisons affaire avec des partenaires de partout sur la planète. Ce qui est important pour nous, c'est le lieu de production. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, on est actif à bien comprendre d'où viennent les produits. Maintenant, l'actionnariat de nos partenaires, c'est quelque chose que nous ne suivons pas, sauf cas exceptionnel, sauf, je dirais, point particulier exceptionnel. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on a des statistiques et c'est pas quelque chose sur lequel on aura des statistiques dans le futur. Bien, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, je me dis, quand on gère, on devrait être capable d'avoir une idée qui sont nos fournisseurs.
Donc, il me semble que celle-là, elle devrait être dans la catégorie un peu plus facile. Donc, on comprend qui est notre fournisseur. Notre fournisseur, c'est une entreprise 30 française, 70 américaine. Ah, voilà. Donc, on a l'information, elle est, comme on peut dire, relativement facile et accessible. Donc, ça prendrait peut-être juste... Parce que là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une passe à palette sur les Américains indirectement. On dit qu'on est anti-produits américains, mais en réalité, on ne l'est pas vraiment. Là. Fait que c'est juste ça. Sur une autre ordre d'idée, je posais la question au ministre hier, dans un contexte où est-ce qu'on est capable de bien évaluer la dette du Québec, mais on a de la misère à évaluer les actifs du Québec. La Société des alcools, selon vous, quelle serait la valeur de l'entreprise, selon vous? Alors, je n'ai pas estimé récemment la valeur de la SAQ. Ce que je peux vous dire, pour avoir connu beaucoup d'autres systèmes dans d'autres pays, c'est que je pense que la SAQ est un actif important pour le Québec, par la valeur que nous sommes capables de créer pour le Québec et la satisfaction qu'on amène à nos clients. Et donc, je suis persuadé que la SAQ est un modèle intéressant et qui peut évoluer, même dans des situations particulières comme celle qu'on vit en ce moment. Comme on a fait le témoignage qu'on était capable de le faire dans les 100 dernières années. Donc, je n'ai pas un chiffre à vous donner parce qu'on n'a pas mandaté personne pour estimer la valeur de la SAQ, mais je peux vous garantir que c'est un actif intéressant et important dans le sens que le profit que nous sommes capables de ramener et la satisfaction des clients parce qu'on est capable de faire les deux au même moment. Bien, écoutez, je trouve ça très volubile là, comme réponse, puis tant mieux, vous avez la facilité de pouvoir bien... expliquer la situation, mais reste que quand on est gestionnaire d'une entreprise, il me semble qu'on devrait savoir la valeur de l'entreprise. C'est un petit peu la base, là. Il me semble qu'on a une idée des cash flows, on a une idée de qu'est-ce qui est comparable à travers le monde, ou si c'est un monopole, donc on peut peut-être escompter la valeur parce que c'est un monopole, c'est peut-être pas aussi efficace que dans un marché compétitif, etc., etc. Donc, je pense que ça serait normalement une des choses qu'on devrait savoir, comme à la SQDC, comme à l'Auto-Québec qu'on aura tantôt, comme à Hydro-Québec, on devrait avoir une idée de la valorisation d'entreprise. Mais ce que vous me dites, vous n'êtes pas mandaté pour gérer la valeur d'entreprise, vous êtes mandaté pour gérer le quotidien annuel, les revenus qui rentrent, c'est ça? Puis peut-être, je pourrais même aller un peu plus loin. La SAQ est une société qui appartient à tous les Québécois. On est particulièrement transparent dans l'intégrité et l'intégralité des comptes qu'on fournit. Une fois qu'on a fourni l'information de base, je pense que beaucoup de personnes peuvent se livrer à cet exercice, s'ils le souhaitent, de savoir quelle serait la valeur de la SAQ, mais ce n'est pas mon mandat, moi. Eh bien, Mais en 30 secondes, collègue. tous les Québécois voudraient quand même avoir une idée de la dette, et on l'a su. Tous les Québécois veulent avoir une idée de la valeur de nos actifs. On ne le sait pas. Puis les gestionnaires qui gèrent ces sociétés d'État ne sont pas capables de nous le dire. Fait que je trouve ça un petit peu inquiétant. Moi, je trouve ça inquiétant parce que je me dis, bien, tu sais, on paye des impôts, on paye des taxes, ça nous appartient, puis les gestionnaires ne savent pas combien vaut l'entreprise qui sont mandatés de gérer. Fait que ça m'inquiète un peu. Juste pour vous le dire comme ça. Il me reste 30 secondes? Là, c'est fini. Il vous restait 2 secondes. Alors, je cède maintenant la parole à la députée de Verdun, qui dispose d'environ 12 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Farcy. Comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai quelques questions à rafale. La première, c'est considérant le Centre automatisé de Montréal qui a été annoncé. En fait, il a été donné une autorisation en 2021 par voie de décret. Les coûts initiaux du projet étaient des 47 millions de dollars uniquement pour la bâtisse. Et ça excluait les coûts de la machine automatisée. De ce qu'on a vu 2 ans plus tard, les coûts estimés du projet a triplé pour atteindre 137 millions, toujours excluant la machine. Donc, ma question aujourd'hui, c'est quelles sont les prévisions de la SAQ pour le coût final du Centre automatisé de Montréal? Alors, la prévision de l'investissement que nous allons faire est de l'ordre de 300 millions de dollars, de l'ordre de 150 millions pour la construction et de l'ordre de 150 millions pour l'équipement qui va être dans la bâtisse. 250 millions pour... 150. 150 et 150. Donc, 150 millions pour la bâtisse et 150 millions pour la machinerie. Exactement. C'est ça vos estimations? Pour l'équipement, oui.
Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il va y avoir un réel gain? C'est quand même 300 millions de dollars qu'on est en train d'investir, puis vous l'avez vu là, dans les derniers mois. Le regard que les Québécois et les Québécoises ont concernant l'investissement public, c'est des millions de dollars. Donc, est-ce qu'il va y avoir un réel gain pour la SAQ, cet investissement de 300 000? Oui, absolument. 300 millions, pardon. Oui, absolument. C'est un gros investissement qui était absolument nécessaire dans nos capacités logistiques. On n'avait pas fait d'investissement depuis les années 2000, donc il était absolument nécessaire de se moderniser. Le centre automatisé de Montréal va permettre deux choses. Il va nous permettre de gagner en productivité en automatisant des tâches manuelles qui sont aujourd'hui à relativement faible valeur ajoutée, que ce soit pour la préparation à la caisse ou la préparation à la bouteille. Et ça va nous permettre aussi au même moment, et je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure, de satisfaire mieux les clients en leur donnant accès sur SAQ.com et également pour les titulaires de permis à plus de 20 000 produits au même moment. Une étude, une analyse qui compare les revenus, les gains qu'il va aller chercher avec ces centres automatisés versus ce qui est faisable ou ce qui est fait déjà par les emplois, parce que c'est des emplois en ce moment qui s'en chargent de cette partie de la tâche. Donc, est-ce que vous avez une comparaison pour voir le gain? Oui, bien sûr. Alors évidemment, quand on fait un investissement d'une telle ampleur, on fait des cas d'affaires, on fait des perspectives qui sont, je dirais, pour les années à venir. Donc oui, ces cas d'affaires, bien sûr, ont été faits. Et ils nous ont montré que l'investissement était utile. Et je veux le redire, c'est un investissement qui va être pour la SAQ pour les 30 prochaines années. Ce n'est pas quelque chose qui s'amortit sur une période juste de quelques années. Possible de déposer cette étude-là, ces cas d'affaires-là, ici à la Commission pour le bienfait du public? Alors, plusieurs informations sont confidentielles, réservées à des estimations qui ont été faites, mais soumises aux personnes autorisées, que ce soit le conseil d'administration pour l'essentiel. Donc, je ne suis pas certain que ces informations puissent devenir publiques. Informations qui peuvent être utiles pour bien comprendre la nature d'un investissement public. Je comprends qu'il y a des informations qui sont confidentielles, mais si jamais vous pouvez nous fournir la partie qui devient de nature publique, parce que c'est des emplois qui vont être remplacés, c'est 300 millions de dollars, c'est un grand investissement, puis c'est des genres d'investissements qu'il faut suivre de très près, vu d'autres cas qu'on a vus dans le passé. Et peut-être, si je peux me permettre, sur les emplois, ce qui est important de voir, c'est qu'on n'est pas dans une logique où on veut se séparer de certains de nos collègues actuels. On est plus dans une logique où l'investissement nous permettra de ne pas embaucher des gens dans le futur pour faire ces tâches qui sont aujourd'hui à faible valeur ajoutée et sur lesquelles, parfois, on a de la difficulté à recruter. Je vais continuer, vu le temps. Un mois de mars, il y a une annonce de l'SAQ de fermer 8 succursales à Chicoutimi, Brossard, Rivière-Bleue, Stansted, Promenade du Portage à Gatineau, Baie-d'Urfé, Campanile, Québec et Villemar, une succursale que je connais bien, c'est dans le sud-ouest de Montréal. Il y a une pétition en ce moment qui circule. Il y a eu une levée de bouclier de la part du milieu municipal. Je peux vous citer les réactions de la mairesse de Gatineau ou du maire de l'arrondissement du sud-ouest qui nous montrent à quel point la société d'État et lorsqu'on ferme une succursale dans un centre-ville, dans une rue commerciale, on est en train de se priver de toute une dynamique locale en termes d'économie. Par exemple, le maire Doré nous donnait l'exemple que plusieurs restaurateurs sur la rue Monk ont décidé d'avoir des restaurants apportez votre vin et là, donner sinon, ils allaient mettre la clé sur la porte s'ils ne faisaient pas ce type d'activité. Donc, moi, j'aimerais ça vous entendre, puis de savoir pourquoi on est en train de fermer ces succursales et si vous avez l'intention d'intervenir pour annuler la fermeture de ces 8 succursales un peu partout au Québec. Alors, il est certain que je suis un commerçant avant tout, donc fermer une succursale, c'est toujours une décision qui n'est pas évidente à prendre. Je préférais être dans un contexte où je pourrais ouvrir beaucoup plus de succursales. Mais au même moment où j'entends la préoccupation de certains citoyens qui peuvent être proches des succursales et être déçus par la fermeture, j'entends aussi la préoccupation d'autres citoyens qui s'attendent à ce que le bien public qui est géré par la SAQ soit géré de manière efficace. Et ces succursales sont des succursales qui, depuis de nombreuses années, ne répondent pas aux attentes qu'on a en termes de satisfaction de la clientèle. Et d'une certaine manière, beaucoup des clients nous ont déjà témoigné, de par leur comportement d'achat, que ce n'étaient plus des lieux où ils venaient faire activement leurs achats à la SAQ. Donc on constate ce point-là, on s'adapte dans un monde où, on l'a redit en début de cette discussion, la croissance des volumes n'est plus au rendez-vous, on est dans une décroissance des volumes, donc je pense qu'il est responsable de s'adapter tout en s'assurant qu'on est mesuré dans nos gestes. Et si vous me posez la question, le plan a été annoncé parce que c'est le plan qu'on souhaite mettre en œuvre et c'est le plan qu'on mettra en œuvre.
Alors, de ce que je comprends, c'est que ces succursales-là ne sont pas jugées rentables. Pourtant, celles des villes et mers manquent, là. Je veux dire, ceux qui vont à cette SAQ-là savent que c'est le cœur de la rue Monk. C'est là que tout se passe. C'est vraiment ça qui attire les gens pour pouvoir par la suite aller dans les différents restaurants ou cafés. Est-ce que vous avez, encore une fois, vous pouvez nous déposer des informations qui montrent cette perte de rentabilité, parce que c'est pas seulement la rentabilité d'une succursale, mais c'est toute la dynamique autour avec les commerçants locaux qui affectent, pas seulement Monk, mais j'ai parlé de Gatineau, j'ai parlé de Stansted. C'est pas juste des citoyens qui ont levé le bouclier, ce sont des maires et mairesses qui se préoccupent du dynamisme local et économique. Effectivement, on a beaucoup d'informations. Ces informations-là ne sont pas publiques parce qu'elles sont confidentielles, mais on est capable de savoir non seulement le volume de vente, mais aussi d'où viennent les clients grâce au programme de données et de reconnaissance de clients Inspire. Et les succursales que vous citez sont des succursales dans lesquelles les clients ne choisissent pas ces succursales-là comme succursales de destination. Donc ça, ce sont évidemment des faits qui existent, auxquels on se conforme. Mais je veux aussi le redire parce qu'on parle des fermetures de succursales, mais on a aussi décidé d'ouvrir une succursale dans la ville de Sherbrooke, dans un quartier dans lequel on pense qu'il y a un potentiel. Donc notre travail à nous, c'est de s'assurer d'avoir le bon réseau pour satisfaire les clients et de s'assurer, quand les populations se déplacent ou les choix évoluent, de s'adapter. Et on l'a vu avec la pandémie, les choix ont beaucoup évolué. Madame? Sur une idée pour faire suite à ces idées-là, on a parlé tout à l'heure des annonces de l'ouverture de 134 agences privées pour la prochaine année, tout en fermant 8 succursales. Donc, on voit vraiment un changement en termes vous l'avez dit, là, du dépannage. Ceci dit, on n'a jusqu'à aujourd'hui pas d'idée d'endroit où la SAQ prévoit d'ouvrir ses agences en milieu urbain. Est-ce que la SAQ peut nous dire, parce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui, à qui est-ce que la SAQ prévoit octroyer les contrats à des bannières? Est-ce qu'on parle des commerces indépendants? Est-ce qu'on parle des dépanneurs? Quelle est la vision là-dessus? Alors effectivement, on a annoncé qu'on commencerait par 6 mini-agences urbaines. Pour le moment, pour le démarrage, on les veut proches de Montréal parce que nous, on veut être capable d'aller voir comment les choses se passent en étant proche du bureau chef de la SAQ. Vous citez plusieurs cas de figure. On souhaite que dans les 6, on puisse avoir chacun de ces cas de figure pour voir et apprendre de ces pilotes. Une fois qu'on aura appris des pilotes, on va être capable d'affiner ce qui nous paraît remplir les objectifs à la fois de satisfaction client et de vente responsable. Et à partir de ce moment-là, on procédera par appel d'offres pour l'extension au-delà des 6 premières. Et ces 6 premières-là, avez-vous déjà une date pour l'ouverture? Parce qu'il y a beaucoup d'effets, là. Ces changements, c'est pas petit, là. On glisse, puis les travailleurs de la SAQ nous le disent, d'autres acteurs sociaux nous le disent, à quel point ça glisse vers la privatisation. C'est plus une succursale, ça va être à l'intérieur d'une autre bannière. Et ça privatise peu à peu l'offre des alcools au Québec. Alors, la date, on espère que quelque part d'ici fin juin, on puisse être en opération dans quelques-unes de ces 6. Par rapport à la privatisation de la SAQ que vous dites, on voit les choses de manière totalement différente. On exerce notre plein pouvoir. C'est nous, la SAQ, qui choisissons à quel endroit on pense qu'on a ce potentiel de marché. C'est nous qui choisissons les conditions dans lesquelles on va opérer. C'est nous qui choisissons les produits qui vont être mis à disposition. Donc, on est bien loin d'une conception d'une privatisation de la SAQ. Est-ce que, concernant les mini-agences, est-ce que soit la SAQ ou le ministère des Finances ont évalué les coûts et l'impact sur la santé publique de la prolifération de points de vente des spiritueux en milieu urbain? Est-ce qu'on a une étude là-dessus? Alors aujourd'hui, en fait, ces points de vente vendent déjà de l'alcool. C'est de l'alcool qui ne passe pas par la SAQ. Donc il n'y a pas de consommation additionnelle qui est prévue. C'est plus un transfert de consommation, c'est-à-dire qu'on soit capable de s'assurer qu'au lieu d'acheter des produits qui aujourd'hui sont vendus par d'autres canaux et qui échappent à la SAQ, que ce soit un transfert de la part de marché d'autres acteurs vers la SAQ. Donc, et c'est ce que la SAQ était capable de faire historiquement depuis de nombreuses années. Quand on avait de la croissance des ventes, les Québécois ne buvaient pas plus. C'était un transfert d'une part de marché de boissons alcooliques qui n'étaient pas la SAQ vers celle de la SAQ. Vous parlez des transferts. Ceci dit, la SAQ vend des produits qu'un dépanneur ne vend pas. Il y a d'autres types de spiritueux, d'autres types d'alcool qui ne sont pas vendus. Avec l'arrivée de ces mini-agences, il va y avoir une nouveauté des produits. Est-ce qu'il y a une étude qui évalue les coûts en termes de santé publique, de proliférer ces points de vente en introduisant ces nouveaux produits-là? Alors,
je le redis, les points de vente dans lesquels on va être présent vendent déjà de l'alcool. Donc l'alcool est déjà disponible dans ces points de vente-là, indépendamment que la SAQ soit présente ou non avec des mini-agences. Donc l'impact sur la santé publique, pour nous, est mesuré en étant très faible. Le point sur lequel on va être très... je veux dire, à partir du moment où ces points de vente vendent déjà de l'alcool, on n'est pas dans une logique où on augmente le nombre de points de vente avec de l'alcool. Ces points de vente vendent déjà de l'alcool. Ce sur quoi nous, on va être très actifs. S'il vous plaît, auriez-vous une dernière question, chers collègues? Non, mais je voulais aller sur un autre thème parce que quand même, c'est pas seulement un transfert, il y a un désir de hausser la consommation vu qu'il y a une baisse. Les SAQ a même dit, là, on doit hausser nos dividendes en accaparant la part des marchés aux dépanneurs et en faisant la promotion auprès des générations Z et les communautés culturelles. Donc, on voit là quand même un désir décroissement et une étude qui est nécessaire de la part de la santé publique. Alors, merci à vous, Madame la députée Verdun. Sur ce, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu consentement afin que notre collègue de Jean Talon puisse remplacer ce matin le député de Camille Lorrain. Il y a consentement? Consentement. Alors, chers collègues, vous disposez d'environ 4 minutes. Bonjour. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous. Donc, fermeture de succursales, notamment tout près de ma circonscription sur la rue du Campanile. Et on a maintenant des ententes avec des détaillants du secteur privé pour ouvrir des micro-points de vente. On en prévoit peut-être jusqu'à 100. Vous avez dit ici, en étude de crédit, en mai 2023, que vous n'aviez pas l'intention de modifier le monopole de la Société des alcools. Fermeture de succursales opérée 100% par la SAC, remplacement par des ententes avec des acteurs privés pour des points de vente opérés par des acteurs privés. Est-ce que vous pouvez toujours affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'intention de modifier le monopole? Alors, bien sûr, toujours en s'adressant à la présidence. Monsieur le ministre. Oui, bien, Monsieur le Président, comme vous le savez, on a approximativement 400 succursales et 400 agences. Les agences ne sont évidemment pas des locaux ou des opérateurs qui appartiennent à la SAQ. Alors, je ne comprends pas trop le sens de votre question. Fermeture d'agences de la SAC, notamment dans les régions du Québec, remplacement par des ententes avec des détaillants du secteur privé pour l'opération de micro-points de vente. Moins du monopole, plus de secteur privé. Est-ce que vous pouvez encore vraiment dire la même chose? Ou ne convenez-vous pas qu'il y a une modification du monopole de la SAC qui est en train de s'opérer sous nos yeux? Je pense que la modification que vous manquez, c'est la baisse de la consommation de l'alcool dans le monde et une évolution socio-démographique où les jeunes consomment moins et c'est une bonne chose. Et lorsque les baux de succursales viennent à expiration, bien, c'est la saine gestion de se demander si on doit renouveler le bail et maintenir la succursale. Et lorsque les succursales n'ont pas de volume de vente qui justifie leur existence, bien, on doit redéployer l'offre vers là où est la clientèle. Je comprends que vous expliquez pourquoi, mais donc, ça modifie le monopole de la SAC parce qu'il y a plus d'entente avec du privé. Je vais continuer sur la même ligne parce que je voudrais... J'ai pas mais... Bon, s'il vous plaît, alors... On va laisser le député de Jean Talon poursuivre. J'ajoute un autre aspect parce que j'ai bien écouté Monsieur le PDG Farcy dire qu'il est un commerçant avant tout. Ça s'ajoute à plusieurs de ses déclarations où il parle d'opportunités d'affaires, de dividendes. Il en a encore parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une modification de la mission de la SAC qui est en train de s'opérer sous nos yeux? Parce que moi, je lis la mission de la SAC. Ça dit que ça a pour mission de faire le commerce responsable des boissons alcooliques en offrant une vaste gamme de produits de qualité dans toutes les régions du Québec. Elle fait son commerce dans le respect des communautés, de l'environnement, en s'assurant de créer de la valeur pour les Québécois et d'offrir une expérience client inégalée. Mais là, on n'entend pas parler de l'intérêt des régions là, dans tout ça. Merci, Monsieur le ministre. Bien, nous offrons les produits sur l'ensemble du territoire, mais là où il n'y a plus le volume suffisant pour avoir une succursale, bien, on doit redéployer l'offre d'une façon différente, ce qu'on faisait déjà avec des agences. Puis je vous remercie d'avoir lu la mission parce qu'il n'y a rien qui a changé. 30 secondes. Un entrepôt à Montréal qui va prendre toutes les commandes en ligne, même de bouteilles qui sont disponibles en succursale à Rouen ou à Gaspé. C'est dans l'intérêt des régions, ça? Alors que les employés disent « Hey, nous, on va s'en occuper de ces commandes-là, puis on va garder ça local avec de l'emploi local. »
Vous trouvez que c'est conforme à la mission? En 10 secondes, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, mais je comprends que le PQ et Québec solidaire sont contre l'automatisation, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie. Sur ce, nous cédons la parole au député de Saint-Jérôme qui dispose de 44 secondes. L'affiliation des employés à la CSN date de 20 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont toujours contents au syndicat de leur affiliation à la CSN? Écoutez, c'est une question qui s'adresse à nos équipes syndiquées. Ce n'est pas une question à laquelle moi j'ai à répondre. Je respecte le droit d'affiliation. Puis, par curiosité, est-ce que vous diriez qu'à la SAQ, vous essayez des modèles, vous essayez des projets pilotes dans le but de répondre à la commande d'une augmentation des revenus parce qu'on est dans une situation budgétaire difficile? Il n'y a pas de commande d'augmentation des revenus. Il y a la volonté de mieux satisfaire les clients en étant efficace. Très bien. Et bien sûr, en étant un commerçant responsable. Merci. Alors, nous passons maintenant à l'opposition officielle, le député de Marguerite-Bourgeois, qui dispose d'environ 18 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a identifié qu'on n'est pas au courant du pourcentage de propriétés américaines distribuées par la Société des alcools. On a constaté qu'on n'est pas au courant de la valorisation de l'actif de la Société des alcools. Je voulais savoir, et dans le contexte où est-ce que justement il y a des produits qui sont même des produits québécois, qui sont capables en fait d'être plus compétitifs pour le consommateur, on est obligé, dans le modèle de la Société des alcools, de majorer additionnellement les produits faits au Québec pour pas donner un avantage compétitif aux commerçants québécois. Donc, moi, ma question revient, puis vous comprendrez, là, je mets des dentiers de quelqu'un qui fait du commerce dans une ancienne vie, là, je regarde ça, je me dis, pourquoi est-ce qu'on subventionne, donc indirectement, encore une fois, les importations au détriment de nos propres producteurs? Alors, je crois qu'il y a une incompréhension de certains éléments, puis vous me donnez l'opportunité, de manière sommaire, synthétique, de résumer certains points. On a eu un changement dans la législation qui amène en fait ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. C'est un règlement qui s'applique à tous les acteurs québécois. C'est pas la SAQ qui décide de ce règlement. Et les frais de collecte sélective, EEQ, aujourd'hui sont, je dirais, attribués aux producteurs. La SAQ est considérée comme un producteur, même si nous ne produisons pas de produits. Au terme du règlement, on est considéré comme un producteur pour les produits qu'on importe. Mais pour les produits québécois, les producteurs québécois sont soumis à ce règlement, indépendamment du choix de la SAQ. Ce sur quoi il y a eu questionnement il y a peu de temps, c'est que chacun des producteurs, que ce soit la SAQ pour les produits importés ou les producteurs locaux, ont ensuite un choix à faire de savoir ce coût qui revient pour eux, comment ils veulent le gérer. Nous, la SAQ, on a fait le choix de dire ce coût-là, on ne veut pas l'assumer pour nous, donc on le remet dans nos prix de vente sans le majorer. Donc il vient dans le prix de vente après la majoration. J'ai d'ailleurs passé une journée pleine au mois de janvier dans les médias pour expliquer cette situation aux Québécois et aux Québécoises pour qu'ils comprennent pourquoi les prix allaient augmenter à partir du 16 février, conséquemment à ce règlement. Les producteurs québécois ont le choix de savoir ce qu'ils veulent faire. Certains ont choisi de le remettre dans leur coûtant, d'autres ont choisi d'améliorer leur productivité et de ne pas remettre ce prix dans le coûtant. Et donc pour les producteurs québécois, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a enlevé les frais de EEQ parce que c'est plus nous qui les assumons. Donc les producteurs québécois, pour certains, ont eu un avantage s'ils n'ont pas décidé de le remettre dans leur coûtant. D'autres ont décidé de le remettre dans leur coûtant. Et donc nous, ce qu'on majore à la SAQ, ce sont des coûtants. Ce n'est pas les frais de EEQ. Mais OK, donc si je comprends bien, là, vous dites que il n'y a pas une majoration additionnelle qui est faite à des producteurs québécois.
de produits québécois? Non, les producteurs québécois ont le choix de savoir comment ils souhaitent gérer la contribution qu'ils doivent reverser à EQ. Et d'ailleurs, c'est eux qui connaissent la contribution parce que cette contribution s'applique sur tous les produits qu'ils vendent, ceux à la SAQ comme ceux qui peuvent vendre en direct à la propriété ou vendre aux épiciers sans que ça passe par la SAQ. Intéressant. Je vais vous revenir là-dessus. Mais l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, là, Oui. à laquelle vous faites référence, vous faites partie, en fait, de cette association, n'est-ce pas? Alors effectivement, on contribue au système de la consigne au travers de la QRCB que vous citez. Exact. Et donc, dans le principe là, que vous avez énoncé là, tout à l'heure et qu'on a répété, je pense, avec le PQ, là, que la satisfaction ou l'expérience client, comme vous disiez, là, c'est la chose numéro 1 là, pour la Société des alcools. Comment se fait-il que via la AQRCB, l'Association québécoise de récupération de contenants de boissons, il y a eu ça a été repoussé encore, la consigne pour les bouteilles de vin. Comment se fait-il que les bouteilles de vin, c'est en 2027, pendant qu'initialement, c'était supposé être en 2025? Puis je mets mes lentilles de clients, puis il me semble qu'arriver avec des bouteilles vides à la place où est-ce que je vais aller m'acheter des nouvelles bouteilles, ça serait la chose la plus efficace. Fait que pourquoi dans le concept de l'expérience client, qui serait comme encore supérieur, si on était capable de donner ce service-là, pourquoi qu'on ne le fait pas, puis pourquoi qu'on a repoussé la consigne pour les bouteilles de vin en 2027? Alors, la consigne qui se met au Québec, c'est un changement important pour tout le Québec. Ce n'est pas la consigne de la SAQ, c'est la consigne de nombreuses matières, le verre, le plastique, le carton multicouche, l'aluminium, le métal, qui sont déjà aujourd'hui en activité. Et je crois que ça a d'ailleurs été dit publiquement, pas par nous, mais par d'autres, qu'en fait, quand on lance ce système, on veut s'assurer d'avoir les conditions optimales pour que ça fonctionne. Et donc, le choix a été fait effectivement de repousser 2 matières, le carton multicouche et le verre, en 2027. Le temps de se donner la possibilité d'être équipé, que les lieux de retour de ces produits consignés soient équipés avec des machines qui soient capables de gérer ces 2 matières-là qui sont très nouvelles. Mais on a mis au 1er mars les contenants de plastique. Nous, la SAQ, on vend quelques produits, notamment des produits de spiritueux dans des formats plastiques qui ont été consignés depuis le 1er mars. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait plus efficace pour l'expérience client, en fait, parce que les bouteilles de vin, c'est quand même unique à la SAQ. Donc, on arriverait à la SAQ avec nos bouteilles vides, par exemple, on pourrait les redonner en même temps qu'on va acheter des nouvelles bouteilles. Il me semble que ça serait, au niveau de l'expérience client... Le choix qui a été fait au Québec, et un choix qui a été fait après étude, c'est de dire ce que les Québécois attendent, c'est d'être capable de ramener tous leurs contenants consignés au même endroit et pas de commencer à se dire je vais ramener mon verre à la SAQ, puis je vais ramener mon plastique ailleurs et puis mon aluminium à un 3e lieu. Donc c'est le système, je dirais, fédératif dans lequel on s'est inscrit, de manière à s'assurer que le citoyen québécois puisse ramener toutes ces matières au même endroit. Oui, je comprends. Mais vous dites un peu une chose et l'inverse, dans le sens que du point de vue du client, c'est certain que, aller porter tout ça dans un sac, c'est peut-être plus facile dans cet aspect-là, mais il y a à faire le transport anyways par la suite pour se rendre à la Société des alcools, aller acheter des bouteilles de vin, par exemple. Donc, c'est comme dans tous les autres commerces de détail où il va faire son magasinage, oui. Oui. Mais... Dans votre modèle, on arriverait avec nos cartons de lait à SAQ, là. Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je parle des bouteilles de vin, là, puis spécifiquement juste les bouteilles de vin. Là. Non, mais là, avec consigne-action, c'est l'ensemble des produits. J'ai parlé, moi, spécifiquement des bouteilles de vin avec le monsieur. Mais en tout cas, ceci étant dit, l'expérience client, si on continue à garder la thématique de l'expérience client, qu'en est-il des caisses automatiques maintenant dans la Société des alcools? Alors aujourd'hui, quand on fait les études préliminaires sur ce système, on ne voit pas de bénéfice majeur pour la SAQ. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des transactions avec un nombre assez limité de produits. On n'est pas comme en épicerie où le panier peut être, je dirais, avec un très grand nombre de produits. La deuxième chose, c'est qu'on se doit, nous, d'appliquer l'éthique de vente, c'est-à-dire de vérifier que les clients qui achètent sont bien capables d'acheter, notamment majeurs et pas intoxiqués. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit proche, qu'une personne physique, humaine, soit proche de chacune des transactions. Et donc, c'est un système qu'on regarde de manière très régulière
régulière, mais pour le moment, le cas d'affaires n'est pas avéré d'amener un vrai bénéfice pour la SAQ et pour les consommateurs. Et d'ailleurs, je note que plusieurs commerces de détail commencent à se poser la question, peut-être d'aller un petit peu moins vite sur le déploiement des caisses automatisées. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde toujours avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai pour les caisses automatiques, c'est vrai aussi pour l'affichage automatique des prix qui existe chez d'autres détaillants. On regarde et on se pose la question de manière régulière, mais aujourd'hui, on n'a pas de business case sur ce point. Les caisses automatiques sont effectivement plus complexes quand tu as une multitude de formats, puis de produits, puis qu'il n'y a pas de code barre, puis tatati, puis tatata. Tout ça, je le comprends. Mais à la Société des alcools, s'il n'y a pas une commodité dans le monde des commodités, ça, c'en est une. On a des codes barres facilement, le scannage se fait. Vous voulez avoir 4 employés aux caisses parce que vous voulez vérifier l'âge des gens? Vous pourrez avoir une personne à la réception quand la porte s'ouvre, bonjour. Ah, t'as pas 18 ans, toi, oui, dehors. Il me semble que c'est pas compliqué, là, ça. Là. Fait que pour vérifier l'âge, je comprends ce que vous dites, là. Mais ça prend pas 4 personnes dans 4 caisses différentes pour en arriver à vérifier l'âge des clients, un. Puis deuxièmement, vous êtes dans une entreprise que les revenus sont en baisse. Et de toute évidence, là, la possibilité d'augmenter les revenus ou l'ouverture à le faire, c'est très laborieux pour en arriver à avoir des nouvelles pistes de solutions ou augmentation de revenus. Donc, la seule voie qui s'offre vraiment pour l'efficacité, vous en parliez tout à l'heure, c'est la réduction des coûts. Donc, par attrition, vous devriez arriver normalement à être capable de pouvoir avoir beaucoup plus de caisses automatiques. C'est facile. Les caisses sont là, les gens scannent la bouteille, payent, that's it. Vérification à la porte, à l'entrée. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est pas quelque chose qui pourrait faire partie du mix. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'investissement est important pour mettre des caisses automatisées. Ça ne se fait pas tout seul. Donc cet investissement, il faut qu'on s'assure qu'on le rentabilise. Et la deuxième chose que vous citez, c'est que nos employés sont à faire de l'encaissement quand il y a des clients à encaisser, mais ils font aussi beaucoup d'autres tâches qui ne sont pas de l'encaissement. Donc on n'a pas personne qui attend en caisse que le client arrive. Si on n'a pas de client en caisse, nos employés, vu la taille de nos succursales et la spécificité de nos opérations, font d'autres tâches. Le député? Pas, monsieur, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais j'achète pas du tout. Premièrement, là, OK, si vous avez 4 employés qui font de la caisse puis que vous dites que ça, c'est une partie de leur emploi, bien, peut-être que vous en avez besoin de 2 pour faire le reste. Puis l'investissement, le retour sur l'investissement, je ne peux pas concevoir vraiment que ça, c'est la réponse parce que c'est certainement beaucoup plus rentable à long terme ou à moyen terme. Je ne sais pas c'est quoi l'horizon de temps, puis ça fait peut-être partie de la raison du pourquoi qu'on n'est pas capable d'avoir une valorisation de la Société des alcools. Mais si vous avez un horizon à plus long terme, des caisses automatiques, c'est de loin beaucoup plus rentable pour la Société des alcools. C'est inconcevable de nous dire ça. Je ne le comprends pas. Il y a ça, puis si vous avez besoin d'employés pour faire d'étiquetage dans les magasins ou placer des bouteilles ou peu importe, soit ça, je le comprends, là. Mais moi, à toutes les sociétés d'alcool où est-ce que je vais, là, il y a 2-3 personnes aux caisses, puis il y a 2-3 personnes qui se promènent dans les magasins à répondre aux clients. Puis peut-être qu'il y en a un qui fait du storage en arrière, là, mais en bout de piste, si vous avez besoin de faire des économies quelque part, il me semble qu'elle est là la solution, Puis à l'échelle des 7 000, 5 000 employés dans toutes les succursales, ça va faire quelques centaines d'économies là, ici. Là. Fait que moi, une piste de solution que je considère assez facile. Mais l'argumentaire de me dire que c'est pas rentable, monsieur, je m'excuse, mais ça, je ne l'achète pas. Là. C'est certain, puis je ne suis pas vendu d'un système ou d'un autre. J'ai le souhait d'avoir des opérations qui soient les plus efficaces possibles, qu'on améliore notre productivité. Donc, c'est un point qu'on regarde de manière très régulière. Je peux vous garantir que le jour où on verra qu'il y a un avantage financier à le faire, on se posera la question et sans doute on ira faire des prototypes. Mais aujourd'hui, malheureusement, les études et les chiffrages démontrent que ça n'est pas rentable vu l'investissement de départ. Je ne peux pas concevoir. J'imagine que c'est probablement d'autres conseillers là, qui ont fait d'autres recommandations qui ont fait en sorte qu'on ait eu des déficits records. Là. Je ne peux pas concevoir qu'on en arrive à me donner ça comme réponse à cette question qui, de toute évidence, me paraît relativement simple. L'intelligence artificielle ou l'intelligence naturelle, est-ce qu'il y a une stratégie pour faire rentrer l'intelligence artificielle un peu plus là, dans la gestion du quotidien à la Société des alcools?
Alors, on est déjà en mouvement sur, je dirais, certains prototypes pour voir ce que l'intelligence artificielle peut amener à l'organisation. Donc, si votre réponse est est-ce qu'on est en train de regarder cet élément-là pour voir comment il pourrait nous aider pour le futur, la réponse est oui. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce particulière à faire. Et ce que vous avez vu, ça vous dit quoi? Voilà, je pense que ça dit ce que tout le monde dit sur l'intelligence artificielle, que c'est une technologie qui est très puissante, mais qu'il faut être certain de bien comprendre comment on l'utilise, dans quel but, et puis qu'on s'assure également que les données qu'on pourrait mettre dans ces systèmes-là soient des données qui demeurent protégées et sûres. OK. Là, vous parlez de l'utilisation du data du client, ça c'est une chose. Au niveau des opérations, comme mieux gérer votre stock, par exemple, ou avoir un inventaire plus optimal ou des ressources plus efficaces. Est-ce que ça, il y a un volet de ça qui est analysé? Oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on a des réflexions. On aura l'occasion de publier notre plan stratégique à partir de l'année prochaine. Donc, ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, sont à l'étude. On le regarde, mais comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'a pas d'annonce particulière à faire sur ce sujet. OK. Ça fait combien de temps que vous regardez cet aspect-là de la chose avec l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, on est, comme sur d'autres sujets, actifs, je dirais, chaque 2 ans à se poser la question de comment les choses peuvent aller. Dans l'intelligence artificielle, la technologie évolue très vite. Donc, on a peut-être un œil un petit peu plus attentif que sur d'autres technologies qui sont un peu plus stables. Est-ce qu'il y a eu intégration de nouvelles technologies, nonobstant l'intelligence artificielle, nonobstant les caisses automatiques, à l'intérieur de la Société des alcools depuis que vous en êtes PDG? Utilisation. Alors oui, effectivement, on est actif sur le travail qui va nous permettre d'automatiser nos opérations logistiques au Centre automatisé de Montréal. Donc on est très actif sur ce sujet-là. On a construit le bâtiment qui maintenant, je dirais, est quasiment sorti de terre à Montréal. Et on va continuer à travailler sur la machine à l'intérieur du bâtiment qui va nous permettre d'automatiser le centre de distribution, une partie du centre de distribution à Montréal. Et on modernise nos systèmes informatiques de manière régulière. OK. Donc, de ça, est-ce que vous êtes capable d'avoir des conclusions qui pourraient être distribuées dans l'ensemble des succursales? Des conclusions comme? Bien, comme de l'efficacité que ça représente d'avoir de l'automatisation. Tu sais, vous me parliez tout à l'heure là, que vos caissiers, là, caissières, ils ont d'autres jobs à faire. Là. Oui. Donc, peut-être que dans les autres jobs, c'est justement la manipulation de stock, où j'ai l'inventaire en arrière. Est-ce que vous êtes capable d'en tirer des conclusions qui pourraient être applicables dans les succursales pour rendre le modèle de la Société des alcools plus payant pour le gouvernement? Mais on est très actif depuis de nombreuses années sur l'optimisation de nos opérations à tout niveau, que ce soit, je dirais, au niveau de nos promotions, au niveau de nos commandes de stock, au niveau de la distribution des produits dans les succursales. Et d'ailleurs, les résultats qu'on publie année après année montrent que nos coûts d'opération rapportés à nos ventes sont aujourd'hui beaucoup plus productifs qu'ils ne l'étaient il y a de ça 5 ans ou il y a de ça 10 ans. Donc, si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on se pose la question d'être plus productif de manière permanente à la SAQ, la réponse c'est oui. Et on utilise la technologie de manière systématique quand c'est possible. Avec le plan de match que vous semblez sous-entendre avec l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez comme une échéance à laquelle vous tenez à nous dire que vous allez être capable de déposer un rapport pour dire voici notre plan de match? Est-ce que vous allez être capable de... Comment, pour nous, là, comment on peut mesurer le succès de la Société des alcools avec l'intelligence artificielle? Est-ce que vous allez avoir un dépôt d'un plan de match sur votre utilisation de l'intelligence artificielle? Pas sur ce sujet-là en particulier. La manière que vous avez de suivre l'efficacité de la SAQ, c'est au travers de nos coûts sur nos ventes, le rapport de notre ratio des charges sur vente qu'on publie de manière très régulière. Et je peux vous garantir que ce ratio-là est positif et on y est très attentif. Monsieur le député? Bien, Jacques, nous, on agit un petit peu d'une certaine façon comme un conseil d'administration. En fait, on pose des questions aux dirigeants. C'est un peu l'objectif ici de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir nous rapporter des avancements. Je vois qu'il n'y a pas de date à l'échéancier. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Beau-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais laisser également du temps au député de Masson dans les prochaines minutes pour adresser des questions à la SAQ. Tout d'abord, mes salutations à Mme Brunet, qui est avec nous, M. Farcy, évidemment, M. le ministre, Mme la sous-ministre et les gens qui vous accompagnent. Évidemment, comme député, on traite des centaines de dossiers dans une semaine, mais déjà depuis 2018-2019, je me suis beaucoup intéressé à la présence de la SAQ dans nos régions. Nous en avons parlé dans les dernières minutes, à quel point la présence d'une succursale, d'une SAQ fait une différence
d'influence dans une communauté, à la fois au niveau du développement, à la fois au niveau des commerces qui sont autour. En 2019, je m'étais intéressé à la présence d'une SAQ dans le secteur ouest de la ville de Saint-Georges, une ville en forte croissance. Et à ce moment-là, on disait, bien, avec les kilomètres pour une succursale, ce ne serait pas possible parce que vous êtes trop près de la succursale actuelle. Alors, j'étais très heureux de voir que la SAQ développe un nouveau modèle de micro-agence et d'agence. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a un appel d'offres à Saint-Georges-Est, dans le secteur Est, pour ouvrir une agence SAQ. J'en suis très heureux, notamment par le fait que nous sommes une ville en forte croissance, que vos études ont démontré à la fois au niveau des kilomètres, des cartes Inspire, qu'il y avait une certaine fuite. Alors, l'ajout d'une succursale, d'une agence SAQ dans l'Est serait positive. Mais j'ai tout un secteur ouest de la ville qui est de l'autre côté de la rivière, qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, n'a pas d'appel d'offres pour l'ouvrir. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas avec aucun commerce. Je pense aux citoyens, au développement de la ville et à son impact économique qui est fort important. Tout à l'heure, vous avez parlé des micro-agences. Vous avez dit on va les faire autour de Montréal parce que ça va être plus facile pour nous de pouvoir aller sonder ce qui se passe. Moi, je vous invite à venir en région. Non seulement à mettre à jour l'étude pour Saint-Georges, à venir sur place, à comprendre que oui, par moment, il y a l'aspect des kilomètres, mais aussi l'aspect de la circulation, l'aspect que si on développe une succursale SAQ du côté ouest, il y aura des gens qui consommeront à la SAQ dans ce secteur-là. Je vous invite donc à venir le constater et en même temps de nous expliquer comment on pourra venir dans les régions avec ces micro-agences-là dans le futur. Votre échéancier ressemble à quoi? Et en même temps, vous dire qu'on est très ouvert, évidemment, à collaborer, ne serait-ce que pour la trentaine de bouteilles que vous parliez tout à l'heure. On n'est pas, évidemment, dans les succursales SAQ, mais d'offrir un minimum de services dans certains coins, notamment Saint-Georges, une ville qui se développe énormément présentement au Québec. Alors, vous le citez très justement, les régions peuvent avoir des dynamiques très différentes et au sein des régions, des quartiers ou des zones peuvent avoir des dynamiques très différentes. Le souhait que nous, on poursuit à la SAQ, c'est de trouver, on a plusieurs, je dirais, moyens d'être présent dans une zone. On veut essayer de trouver le moyen qui fait le plus de sens pour les clients, pour la SAQ, pour nos équipes et ultimement pour le Québec. Donc effectivement, les succursales nécessitent d'avoir un certain niveau d'activité pour justifier qu'on soit capable de mettre des succursales. Vous le dites, on a également annoncé qu'on voulait avoir des agences. Ça, c'est un concept qu'on connaît, qui est un concept avec une offre un peu plus élargie, généralement dans des régions un peu plus éloignées. Et les mini-agences, alors on a annoncé Montréal parce qu'on veut commencer à Montréal, mais on a parlé de zones urbaines. Donc ça ne veut pas dire, il ne faut pas lire que les 100 mini-agences, une fois qu'on va commencer à les déployer, seront toutes soit à Montréal, soit à Québec. Les zones urbaines, ça peut être un peu plus large que, je dirais, les grandes agglomérations. Donc on va regarder comment les choses se comportent. Et c'est certain qu'on va suivre la dynamique de la zone que vous citez, comme de toutes les zones au Québec, pour voir quel est le... Que de venir sur place pour le comprendre. Parce qu'au-delà des statistiques des cartes Inspire, des statistiques des fuites commerciales, puis des statistiques des kilomètres, sachez que ça nous fera grandement plaisir de pouvoir vous accueillir. Je vous laisse céder la parole à une prochaine. En 2 minutes 30, Merci. chers collègues de Masson. Merci. On va poursuivre un peu. Peut-être que le député de Saint-Jérôme sera intéressé par cette question. En fait, on va revenir sur les plateformes de livraison, là, justement, qui a été abordée, qui fait suite aussi au communiqué du 11 mars 2025, là, pour lequel là, on a un projet pilote là, prévu avec un début en juin de cette année. Donc, c'est sûr que l'évolution des comportements là, des consommateurs fait en sorte qu'on veut avoir des plateformes de livraison. Alors, peut-être nous en parler davantage, savoir c'est quoi les motivations principales derrière la décision d'offrir la livraison par l'entremise de plateformes. Quels sont les objectifs poursuivis avec ce projet pilote? Alors effectivement, on constate que les habitudes d'achat des Québécois et des Québécoises évoluent beaucoup. Et ce n'est pas forcément juste des questions de génération de consommateurs. Les plateformes collaboratives, c'est la capacité en fait à accéder à plusieurs types de produits assez différents, avec une très grande commodité dans une logique de dépannage, c'est-à-dire de rapidité de livraison. Ce qu'on constate, nous, à la SAQ, c'est que cette offre de service-là, on en est totalement absent.
et que nos clients souhaiteraient pouvoir y avoir accès. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est dans cette logique d'avoir des plateformes collaboratives qui permettent de mettre des produits de la SAQ en avant pour le choix des consommateurs. Alors, évidemment, ça ne remplacera jamais ce qu'une succursale est capable de faire en termes de service et en termes de choix. On est là dans une logique vraiment de dépannage et on est dans une logique où on veut s'assurer de bien faire les choses pour les clients. Et on le constate, on a eu l'opportunité d'en parler il y a quelques minutes, on constate que ce service fonctionne très bien dans d'autres provinces et on pense qu'il y a une opportunité, tout en demeurant un commerçant responsable, de mieux satisfaire les clients grâce à ces plateformes collaboratives. Merci. Donc, je comprends qu'il nous resterait peu de temps. J'aurais pu faire une autre question, mais sur ce, Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre collaboration aux travaux de la Commission. Merci. Alors, sur ce, chers amis, le volet Société des alcools du Québec est maintenant révolu. Je dépose les demandes de renseignements formulées par l'opposition et compte tenu de l'heure, nous allons suspendre momentanément nos travaux afin de faire place à nos prochains invités. Merci pour votre précieuse collaboration. Je constate que nous avons quorum. Conséquemment, nous pouvons reprendre nos travaux. Et comme vous le savez, la Commission des finances publiques est maintenant réunie afin de procéder à l'étude du volet Loto-Québec des crédits budgétaires du portefeuille finances pour l'exercice financier 2025-2026. Monsieur le secrétaire, y aurait-il des remplacements? Non, Monsieur le Président. Alors, comme vous le savez, une période de 30 minutes a été allouée à nos échanges et sans plus tarder, je cède la parole au député de l'opposition officielle, le député de Marguerite Bourgeois, qui dispose de 17 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bergeron, d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une question qui fait suite à notre échange de l'an dernier, lorsque vous aviez l'intention de regarder ce qui allait se passer en Ontario au niveau là, de la capacité de votre équivalent en Ontario de réglementer une plus grande partie de l'ensemble du marché du jeu en ligne. D'accord. Y aurait-il consentement afin que oui, M. Bergeron d'accord. puisse s'adresser à nous? Il y a consentement. M. Bergeron, pour les fins de nos travaux, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, Jean-François Bergeron, PDG de l'Auto-Québec. Vous faites référence à l'ouverture du marché ontarien par des opérateurs privés. On est rendu à la 3e année. On regarde ça de proche. Évidemment, ce que l'on constate, c'est une progression importante du jeu et c'est au bénéfice des opérateurs privés. Il n'y a pas des grosses sommes qui restent au final. Puis quand on le regarde encore plus près et qu'on regarde l'impact que ça a sur les casinos terrestres, il y a une cannibalisation. Alors quand on tient compte de l'ensemble de l'impact, au niveau de l'État, le modèle ontarien n'est pas vraiment enviable et il sert que les profits des opérateurs privés, qui sont pour la plupart des opérateurs étrangers, donc tirent les capitaux à l'extérieur. Alors, ce n'est pas un modèle viable pour l'instant. Et on est inquiet. Monsieur le député. Intéressant. J'avais cru comprendre que l'Ontario avait augmenté sa part de marché dans le jeu en ligne, là, de 20 quelques % à 30 % dans les derniers 18 mois grâce justement à cette réglementation-là. Parce que là, maintenant, 85 % de tout le jeu est réglementé. Et donc, maintenant que 85 % de tout le jeu est réglementé, la comparaison a permis, en fait, à la société d'État d'augmenter sa présence, d'une certaine façon, parce que maintenant, le niveau de jeu est nivelé pour tous. Puis, il y avait d'autres bénéfices qu'on pourrait discuter plus par la suite, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, en fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Pour dire vrai, c'est 100 % du marché qui est réglementé, comme au Québec. Là. C'est juste, il y a 85 % du marché qui a basculé du marché légal par des assignations de licences. Alors, on a donné des licences à des opérateurs illégaux qui sont devenus légaux. Pour qu'est-ce qui est de OLG, c'est une perte de part de marché, en vrai dire. Ils étaient autour de 22 %, ils sont maintenant tout près de 15 %. C'est la valeur absolue de leur revenu qui a cru. C'est drôle parce que, selon ce qu'on croit comprendre, l'Ontario a été capable de se rendre à près de 30 % des parts de marché et a récupéré, en fait, environ 740 millions en taxation auprès de ces entreprises-là qui, de toute évidence, n'étaient pas capables de le faire là, avant. Donc... Non, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, le revenu du comparable de l'Auto-Québec
a connu une croissance en dollars absolus, mais le marché s'est développé nettement plus rapidement que la croissance de l'Ontario. Donc, leur part de marché, je le répète, est passé de 28 à 17 %. J'ai des chiffres devant moi. Et pour qu'est-ce qui est de la contribution du modèle ontarien à l'État, on parle de 260 millions. Ça, c'est la contribution des opérateurs illégaux. C'est leur portion qui retourne à l'État, amalgamée à la taxe provinciale. Quand on amalgame les deux, on parle de 260 millions. Et ça, c'est pour le modèle ontarien. Alors, si on faisait une simple règle de 3 basée sur la population, au Québec, on parle d'à peu près 150 millions. Mais quand on le regarde encore plus loin et qu'on le regarde un peu plus, l'impact sur le casino terrestre est venu cannibaliser une grande portion de ça. Et les casinos terrestres sont des créateurs d'emplois. Sont des vrais jobs en Ontario. Je pense que je comprends un petit peu. Fait que là, qu'est-ce que vous définissez d'abord comme le jeu en ligne? Parce que je pense qu'il faut qu'on commence à la bonne place. Fait que vous, votre définition du jeu en ligne, c'est quoi? La définition du jeu en ligne, c'est toute l'offre qui se fait par le biais d'une application en ligne. Et en Ontario, comme au Québec, mais en Ontario, c'est un amalgame de 3 acteurs. Il y a OLG, qui est le comparable de l'Auto-Québec, qui vend et le jeu en ligne et d'autres produits. Il y a les opérateurs privés qui se sont vus octroyer des licences, qui est la deuxième partie. Et vous avez le marché noir encore, qui est là encore. Alors, l'amalgame de ça, c'est le jeu en ligne. Mais quand vous me parlez de la contribution de l'État... Donc, dans votre définition, les billets de 6,49, les gratteux, ça rentre tout là-dedans, là? Bien, si c'est vendu en ligne, oui. OK. Donc, OK, on va recommencer. Parfait. Donc, le jeu en ligne, les casinos en ligne, ouais. OK, les blackjack en ligne, là. Ouais. Pas les gratteux, pas rien, pas tu peux commander ton 6,49, rien de ça. Ouais. Paris sportif. Ah, exact. Tout ça, là, quand on le regarde, là, tout ce qui est fait, là, que nous, on considérait avant le début de la conversation, là, comme le jeu en ligne, pour revenir à ce qu'on disait, le gouvernement ontarien avait une présence avant dans le marché comme on le définit en ce moment, là, OK? Et cette portion-là du marché a augmenté. Pas pour la portion qui est sous la gouverne de OLG. Si vous excluez la vente de... Est-ce que vous, dans votre loterie... définition, M. Bergeron, juste pour qu'on soit clair, là, est-ce que vous incluez la vente de gratteux puis tout ça dans la partie... Mais les gratteux, ça ne se vend pas en ligne. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on vend... Non, mais c'est important. Pour nous, une vente en ligne, une vente de loterie, si quelqu'un achète une participation à un produit de loterie en ligne, pour nous, ça fait partie du jeu en ligne parce que ça fait partie de la dépense. Alors, le client qui... je vais juste faire mon point. Le client qui dépose une somme... Peux-tu y faire? Allez-y. Mais la discussion va très bien. Allez-y, M. Lévy. Juste pour qu'on soit clair, OK? Le but de ma conversation avec vous ce matin, ce n'est pas pour les ventes de billets de loterie en ligne. Moi, ce que je veux parler, là, c'est les bots qui jouent contre quelqu'un, qui font en sorte que là, ça, quand c'est pas réglementé, les gens qui tombent là-dedans, tombent dans le panneau, tombent dans la misère. Puis au Québec, on a fermé les yeux par rapport à cette réalité-là. Fait que moi, ce que je veux comprendre, pourquoi qu'on fait ça, j'essaie de quantifier d'où vient la mathématique en arrière. Là, j'ai, moi, des chiffres qui démontrent qu'en Ontario, on a été capable d'augmenter la part de votre équivalent Ontario dans les casinos en ligne, pas les ventes de billets, les ventes de ci. Moi, je parle vraiment de ça, OK? Puis ça a été augmenté pour le gouvernement ontarien, 1. 2, maintenant qu'ils ont 85 % de tout le jeu en ligne, réglementé, bien, il y a 85 % de l'offre qui est réglementée. Donc, il n'y a pas de bots qui vont jouer contre les individus pour écrémer le plus possible le portefeuille des citoyens. Fait que ma question est basée sur cet objectif-là. Quand je vous pose des questions, mon objectif, c'est de protéger le citoyen dans son ensemble. En fermant les yeux sur le marché en ligne, comme on fait ici actuellement, bien, on se trouve à laisser la porte ouverte pour que, justement, dans le jeu illicite, les Québécois se font avoir. Fait que c'est un peu ça, mon objectif. Donc, votre méthode pour en arriver, là, à part essayer d'avoir toute la publicité à RDS puis tout ça, là, votre méthode pour essayer d'enlever le jeu illicite en ligne, c'est quoi? Quels sont les résultats à date aujourd'hui par rapport à l'an passé? En fait, je suis content qu'on partage le même objectif, OK? Et de dire qu'on ne fait rien au Québec, c'est de faire un raccourci parce qu'il se fait beaucoup au Québec. L'Auto-Québec a 61 % des parts de marché du jeu en ligne.
Vous définissez votre jeu en ligne comment encore, juste pour qu'on soit clair? Bien, l'ensemble de l'offre qu'on offre en ligne. Incluant la vente. Oui, mais non, mais Parce qu'on veut comparer des pommes avec oui, des on pommes. compare des pommes avec des pommes. Si les illégaux n'offrent pas des produits de loterie, c'est parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Parce que sinon, ils en vendraient. C'est une offre qui est en ligne. Ils ne vendent pas de loterie parce qu'ils ne sont pas capables de compétitionner les produits que les provinces monopole offrent sur le détient, marché. c'est certain. Bien, il y a le monopole en ligne aussi, là. Juste pour... C'est le soin à M. Bergeron Oui. de pouvoir répondre quand même. Là. Ouais. Moi, je vous dis que si vous êtes pour la misère du monde, regardez la croissance fulgurante. Et succinctement, monsieur, puis après, je cède la parole au député de l'opposition. Si vous regardez la progression fulgurante du jeu en ligne, on parle d'une croissance de 180 de l'ensemble de la dépense qui s'est fait en Ontario sur le jeu en ligne depuis l'opération. Alors, ça sert l'intérêt à qui? Certainement pas du pauvre monde. Monsieur le député de l'opposition. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir une image du jeu en ligne au Québec parce qu'on n'a pas vraiment offert de règlement. Ça ne disparaîtra pas demain matin, là. On a beau être sur RDS, là, puis enlever toutes les BetNet 99, je ne sais pas trop quoi, de ce monde de pouvoir avoir accès à la publicité, là, OK? Ça ne disparaît pas. C'est encore là. C'est encore plus présent maintenant que ce l'était l'an passé. C'est faux. En fait, c'est Ben, moins en fait, présent. moi, Non, les non, mais statistiques là, que j'ai de la coalition des jeux en ligne, c'est totalement différent de ce que vous me donnez. c'est sûr, c'est des regroupements Là, on n'est pas supposé... d'opérateurs. Mais là, je réponds à Parce que j'avais pas posé ma question. là. OK. Écoutez, bon, nos échanges, là, le temps est pris sur la présidence, nos échanges vont très bien. Dans les études de crédit, il faut s'attendre à des questions corsées, il faut s'attendre à être challengé. C'est le rôle de l'opposition et je suis là pour le protéger. En même temps, il faut savoir laisser à gens à qui on pose la question le soin de répondre convenablement. Alors, c'est un juste équilibre à trouver. Ceci étant dit, Monsieur le député, la parole vous appartient. Donc, ce jeu-là en ligne que vous définissez, qui est l'ensemble de l'offre de l'Auto-Québec, incluant donc la capacité qui vient du monopole, vous arrivez avec tout ça. Là, moi, gardez-le le monopole au niveau des 649 puis tout ça. Moi, honnêtement, je trouve ça fantastique que vous puissiez gérer cet aspect-là de la chose. Moi, ce qui m'inquiète, OK, c'est vraiment le jeu casino en ligne. Cet aspect-là de ce que moi, je définis comme le jeu en ligne. C'est ça qui m'inquiète. Puis j'ai pas rien vu depuis l'an passé qui a amélioré ça. Au contraire, il y a plus d'offres maintenant en ligne que l'an passé. Chez moi, là, je le vois, là. Donc, est-ce que c'est une question, ça? Ou... Oui, ça, c'est la question. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que j'essaie de vous dire, là. OK, ce qu'on fait, on a capté le marché. Depuis l'année passée, on a progressé de 9 points. On capte le marché. Si vous voulez qu'on extrait la portion de loterie puis qu'on prend juste les machines de casino en ligne, on parle de 50 L'Auto-Québec a 50 de marché. Mais il faut comprendre que les illégaux, ils ont des produits que l'Auto-Québec offre pas aussi. Alors là, nous, les billets de loterie en ligne, ça fait partie de notre offre aussi, ça fait partie du portefeuille. Maintenant, quand vous dites que vous faites rien, c'est faux, là. On a signé des ententes au niveau de l'exclusivité avec les équipes sportives, on a signé des ententes avec les diffuseurs, on les voit plus. Nous, c'est l'inverse. On voit une migration au Québec. Et on réussit à le faire de façon responsable. Chers collègues. Mesurez-vous le marché? Je trouve ça curieux parce que est-ce que c'est juste de l'interne que vous le mesurez? Bien sûr que non. On fait affaire avec des compagnies comme Léger, qui sont bien connues, qui font les mêmes études de marché pour d'autres provinces avec des méthodologies très robustes. Alors, c'est avec Léger, entre autres, qu'on fait. Mais il y a d'autres organismes, il y a d'autres sources, comme H2. Et quand on valide toutes ces sources-là, au niveau des produits que vous qualifiez de en ligne, et je le répète, c'est un segment, c'est pas l'ensemble, on est à 50 de marché. Quand on tient compte de l'ensemble de l'offre, on est à 61 de marché. Merci, M. le député. Je pense qu'on a de la misère au niveau de la définition en tant que telle, parce que je pense que quand vous dites l'ensemble de l'offre, ça inclut quoi dans l'ensemble de l'offre? Vous passez de 50 à 61 ça, c'est... Légaux, les opérateurs légaux et illégaux, c'est l'ensemble du marché en ligne. 100 okay. Je parle des produits. Au niveau des produits, qu'est-ce que vous incluez? À 50 ça exclut les loteries. À 61 ça les inclut. OK. Donc, la différence des loteries, c'est 11 Bien, c'est 11 que ça représente sur l'ensemble du marché. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais quand même ajouter
que là où vous avez de la difficulté à réconcilier les chiffres, c'est parce que vous vous basez sur les chiffres qui vous est possiblement fournis par ces opérateurs qui fournissent de l'information puis qui est totalement faux. Dans un de vos chiffres, vous avez certainement que le Québec se prive de 300 millions ou 330 millions en revenus fiscaux, quand l'Ontario ne fait même pas ça. Alors, puis ça, c'est des chiffres fondés. Là. On n'a même pas besoin de faire aucune étude de marché, juste aller lire les résultats de l'Ontario, ce qu'il publie en 2024, donc l'année 2025 n'est pas encore finie. C'est 260 millions qui ont été versés de cette opération privée dans les coffres de l'État. Fait qu'on est loin de ce que... Là, sur les chiffres, parce que de toute évidence, on ne semble pas vouloir s'entendre là-dessus. Ça, c'est correct. Je pense que vous prêchez là, pour le monopole. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Mais la question, c'est que, en fait, quand on regarde... êtes-vous d'accord que l'Ontario, maintenant, réglemente plus de 80 de son marché? Bien, j'aime pas la façon que vous le formulez, parce qu'au Québec, 100 du marché est réglementé. C'est qu'il y a des gens qui ne suivent pas la réglementation. Non, mais la réglementation, c'est pas ceux qui s'y conforment. Là. Votre question, c'est est-ce qu'ils ont réussi à capturer 85 du marché? En Ontario, la réponse est oui. Merci, Monsieur le député. Bon, donc, il y a 85 du marché maintenant qui accepte d'être réglementé. Qui passe par la voie réglementaire pour faire le Combien commerce. Combien est ce pourcentage au Québec? Bien, si vous faites la maths, selon mes chiffres, c'est 40 C'est l'inverse, c'est 39 Donc, ici au Québec. Il y a 40 du marché au Québec qui accepte d'être réglementé. Non. Qui accepte, mais là, vous m'avez demandé... C'est parce que j'essaie de suivre votre définition. Mais c'est moi qui essaie de vous suivre. On va rester calme, mais disons que la planète là, ontarienne a une offre complète, OK? Puis là-dedans, là, il y a combien de gens qui suivent la réglementation du gouvernement pour faire du jeu en ligne? 85 à peu près, c'est ce que vous avez dit. C'est ça. Au Québec, c'est quoi ce pourcentage-là? 61 Fait qu'on a moins, donc, de gens qui suivent la réglementation. Oui. Bon. En pourcentage, oui. En pourcentage. Donc, il y a 40 grosso modo, qui n'est pas réglementé. Qui ne passe pas par la voie réglementaire. Qui ne passe pas par la voie réglementaire. OK? Oui. Donc, il y a plus de risques pour les citoyens à cause de ça. Bien, c'est là que je diffère encore une fois, parce que si vous regardez cette opération en Ontario, a fait croître la dépense du jeu d'une façon importante. Il s'est parié l'année passée 63 milliards de dollars en Ontario. Alors du jeu capté. Bien, c'est pas du jeu capté, c'est du développement de jeu. Il y a une différence entre capter le jeu... S'il faut... Non, il y a... Laissez M. Bergeron répondre. Allez-y, Il y a une différence entre capter le jeu et développer le jeu. Capter le jeu, ça veut dire je transfère du marché illicite au marché licite du mieux que je peux sans créer une croissance. Développer le jeu, c'est de faire de la publicité, c'est de faire du suraffichage, c'est de faire ce que l'Ontario a fait et fait encore d'une façon importante, ce qui a fait que l'année passée, c'est 63 milliards de dollars qui s'est parié en ligne. Monsieur le député, il vous reste 1 minute, chers collègues. On a de la misère à parler des mêmes statistiques, là, je le vois, puis je peux comprendre, c'est difficile, là, mais la réalité, c'est qu'au Québec, il y a des citoyens qui sont plus facilement exposés à du jeu illicite par capita qu'en Ontario. On parle d'une généralité, là. Là, on ne s'ostinera peut-être pas là, pour arriver sur le même chiffre, là, mais par capita, il y en a plus. Ça, c'est un enjeu de société. L'action de l'Auto-Québec pour pouvoir aller chercher ça semble être, là, c'est une question. En fait, l'enjeu de société, c'est de voir que la dépense du jeu a cru de 180 en à peine 3 ans. C'est bien plus inquiétant que 40 qui choisissent une plateforme illégale. Non, mais je vous réponds sur les enjeux de la société. Très bien. Alors, sur ce, je cède maintenant la parole à la députée de Verdun qui dispose d'environ 6 minutes. Chers collègues. Merci, M. le Président. Mon tour de saluer M. Bergeron. Ma première question, c'est concernant la concertation de l'offre. Vous avez dit l'an dernier de vouloir offrir
en fait, de vouloir faire un certain ménage dans le nombre des lieux où il y a une offre de jeux, notamment dans les bars, au profit de nouvelles offres plus sécuritaires, comme un nouveau salon de jeux à Rimouski, prévu pour ouvrir en 2026. Cependant, la santé publique ne semble pas partager cet avis sur la plus-value d'ouvrir un nouveau salon des jeux. J'aimerais savoir qu'advient-il de ce ménage à l'heure actuelle? Oui, il y a quelques éléments là, dans votre question. Le ménage, si je prends les mêmes termes, est commencé. On a réduit de 50 établissements au Québec où il s'offrait de la loterie, des appareils de loterie vidéo. Notre objectif, c'est de continuer cette réduction-là en travaillant avec les opérateurs. Donc, ça, c'est une portion du travail qui est fait pour avoir moins de portes, mais de meilleures portes. Pour ce qui est du dossier du salon de jeu de Rimouski, ça s'est fait avec la communauté là-bas. Là. Alors, le rôle de la santé publique, c'est pas de nous donner son feu vert, c'est de nous donner ses préoccupations qu'on intègre. Alors, on a travaillé depuis le début de ce dossier-là avec Dr. Leduc et on travaille avec eux encore. Le projet va bien, c'est un beau projet. C'est un modèle qui est similaire à celui de Québec, celui de... Merci. Est-ce qu'il y a un plan pour compenser les impacts de la fermeture, de la réduction de l'offre dans les bars, pour les bars locaux? Actuellement, ceux qui sont fermés, c'est ceux qui décident de fermer. C'est juste qu'on ne relocalise pas les appareils dans un nouveau bar. On les concentre dans les bars qui sont déjà en opération. Pour ceux qui vont être ciblés dans notre réduction, on va travailler avec eux. On va travailler sur un horizon d'au moins 1 an, mais on n'est pas rendu là encore, alors on verra. Je fais un suivi sur les jeux illégaux en ligne. J'ai bien entendu votre échange. Ceci dit, l'an dernier, et je vous cite, en fait, la citation est dans la commission, là, mais vous étiez engagé à livrer une proposition pour légiférer sur le jeu illégal en ligne d'ici la fin de la présente législature. Il reste à peu près 1 an et quelques pour ça. Le jeu illégal est encore en flot. Je ne vais pas énumérer les arguments qui ont été déposés, mais il y a quelques semaines à peine, on apprenait par TVA Nouvelles que des élèves d'une école secondaire de Québec dépensaient leur argent du dîner pour jouer sur un site de loterie illégale le midi qui cible spécifiquement les jeunes. Donc, où en sommes-nous sur ce dossier? Est-ce qu'on peut attendre à voir apparaître un projet de loi sous peu? Bien, le projet de loi, c'est une prérogative du gouvernement. Alors, je ne répondrai pas à cette question-là pour moi. Monsieur Gilles. Oui. Alors, le gouvernement précédent avait déposé un projet de loi, avait pris un angle qui n'a pas connu de succès. Et là, nous, on étudie le bon angle pour légiférer les plateformes illégales. Et je vous dirais que, puisqu'on n'a pas déposé de projet de loi, ça montre qu'on n'a pas trouvé la voie solide pour accomplir ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est toujours l'intention de le faire d'ici la fin de cette législature? Bien, c'est notre intention de le faire dès qu'on sera sur des bases solides. Je pense qu'on l'a tout vu avec la commission sur le temps d'écran chez les jeunes. Il y a aussi une implication des jeux en ligne qui visent spécifiquement les jeunes, qui cherchent à les rendre indépendants. Puis c'est des jeux qui sont illégaux. C'est d'autant plus urgent de le faire. En termes de profit, 2024 semble avoir été une année particulièrement profitable pour l'Auto-Québec. On rapporte que les bénéfices nets ont augmenté de plus de 5 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 1,13 milliard. On voit la mission de l'Auto-Québec c'est aussi contribuer positivement à la collectivité. On voit que du côté commercial, ça semble bien aller, ça va bien. Maintenant, j'aimerais vous entendre de quelle façon concrètement est-ce que vous allez tirer profit de ces bénéfices afin de remplir l'aspect social de la mission de l'Auto-Québec? L'ensemble des profits est versé à l'État. Alors, l'usage de ces sommes-là, c'est la prérogative du gouvernement. Encore une fois, Bien, le fonds consolidé, il paye des secteurs de la santé, 43 25 enseignement supérieur, éducation, 10 services de dette. Pour aller plus loin, est-ce qu'il y a là des nouveaux programmes justement pour viser les jeunes en ce qui concerne les jeux, l'addiction, la présence de ces jeux illicites en ligne? Est-ce que c'est des choses qui sont sur la table en ce moment? C'est à ça que ça sert, les profits qu'on utilise,
Qu'est-ce que vous cherchez? C'est-à-dire qu'il y a une contribution au fonds de la lutte contre la dépendance, là, qui vient, qui est des contributions de la SAQ, de la SQDC, puis l'Auto-Québec, là, mais l'ensemble des profits de l'Auto-Québec ne vont pas à la lutte aux jeux en ligne dans les écoles primaires, mais si je ne veux pas sous-estimer le problème. Là. Alors, en 20 secondes, chers collègues. J'ai une question concernant les pistes de l'optimisation de l'action de l'État qui était quand même donnée comme orientation, mais je pense pas qu'on va pouvoir s'y rendre. Je ne sais pas si vous voulez glisser un mot. Oui, bien, votre question, c'est si on fait des efforts pour s'optimiser. C'est ce que... Ben oui, on en fait depuis longtemps. En fait, on a des initiatives pour... Très bien. Merci. Alors, on doit malheureusement arrêter là. Et compte tenu du fait que nous avions commencé nos travaux légèrement en retard, y a-t-il consentement pour rattraper la minute perdue au début? Il y a consentement. Alors, Monsieur le député de Jean Talon, vous disposez d'environ 2 minutes. Bonjour. 76 % des joueurs en ligne ne sont pas sur les plateformes de l'Auto-Québec, mais sur d'autres plateformes privées. 2 tiers des Québécois, selon un sondage léger, sont favorables à une réglementation des opérateurs privés, parce qu'actuellement, il y a comme un flou ou un vide. Monsieur le ministre, il y a un groupe de travail qui a produit le rapport NADO sur la réglementation des licences d'exploitation pour les opérateurs privés. Ça date de 2014. Vous êtes au pouvoir depuis 2018. Je comprends que vous avez dit que vous travaillez encore, là, mais qu'est-ce qui fait que ça prend aussi longtemps pour se décider? Ce que j'ai dit que nous travaillons, c'était pour se trouver une assise légale pour empêcher les opérateurs illégaux d'opérer et non pas pour légiférer pour légaliser les opérateurs légaux, qui est précisément ce que la coalition de jeux en ligne voudrait et que nous ne ferons pas. Mais donc, qu'est-ce que vous faites, Monsieur le ministre, avec les 76 % des gens, et notamment beaucoup de jeunes, là, comme ma collègue le mentionnait? Est-ce que vous voulez conserver encore longtemps ce flou juridique? Est-ce que le 76 % c'est les chiffres de la coalition du jeu en ligne? Parce que nous, l'Auto-Québec a 61 % des parts de marché du jeu en ligne. C'est les chiffres que vous avez, vous? Oui. OK. Mais ça fait quand même une large part des joueurs qui ne sont pas sur les plateformes d'Hydro-Québec. Donc, est-ce que vous ne voulez pas clarifier la situation? Oui. J'aimerais clarifier que les opérateurs illégaux opèrent illégalement. Et pour ça, j'ai besoin d'assises légales. Est-ce que ça devrait être décidé par quelqu'un d'indépendant ou ça demeure la mission de l'Auto-Québec de réglementer? La mission de l'Auto-Québec est de prendre sa place et d'occuper le monopole que nous lui avons confié. Merci beaucoup. Sur ce, je cède la parole au député de Saint-Jérôme qui dispose d'environ 20 secondes. Ah oui, hein, ça a été coupé drastiquement, puis en fait, c'est pas vraiment une question que j'ai. C'est qu'on est dans une discussion un peu surréaliste, toujours dans les crédits avec l'Auto-Québec, mais avec d'autres monopoles. Le rôle de législateur est d'encadrer, c'est une chose. D'opérer, c'est autre chose. Fait que, voilà, ce n'est pas une question, c'est une information. Merci à vous, chers collègues. Je cède maintenant la parole au député de Beauce-Sud qui dispose d'environ 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue évidemment Monsieur le ministre, Madame la sous-ministre, Monsieur Bergeron, bien content de vous retrouver. On l'a effleuré tout à l'heure, l'Auto-Québec a obtenu des records en ce qui a trait, évidemment, aux sommes engrangées, mais également aux sommes remises au gouvernement du Québec au cours des dernières années. On parle d'une hausse de 4,7 % pour les 6 premiers mois de l'exercice financier lorsqu'on parle de 2024. Puis il faut le dire, hein, et c'est important de le mentionner, le jeu existe. Il est là pour rester, il existait, il va continuer d'exister. Alors avoir une société d'État qui le balise, qui l'encadre, ça demeure extrêmement important. Sans compter que l'Auto-Québec agit aussi comme un rôle de développement régional, agit en matière de culture également, agit en matière de support à différentes organisations, à différents organismes, festivals et événements. Il faut aussi le rappeler. Il n'en demeure pas moins qu'on est dans une hausse, dans un contexte économique qui était plus fragile au cours de l'année 2024. Quelle a été l'approche de l'Auto-Québec dans ce cadre-là? Et qu'est-ce qui, selon vous, explique ces bénéfices-là en croissance auprès de la société d'État?
Bien, en fait, une grande partie de cette croissance-là émane d'une meilleure opération parce que notre chiffre d'affaires a eu une croissance, mais pas tant par rapport à ce que j'appelle la ligne du centre. Donc, on a généré une plus grande efficience. On parle d'à peu près 163 millions là, depuis la COVID là, que l'Auto-Québec génère annuellement. Et ça l'émane essentiellement d'une meilleure gestion, meilleure offre, meilleur mix aussi, mix produit. Le jeu en ligne est définitivement plus économique à offrir. Donc, il y a un mix produit aussi qui vient jouer avec ça. Mais bref, c'est essentiellement ça. Nous sommes en mai 2025. Quelles sont vos prévisions pour la suite des choses? Le premier trimestre qui a quand même été assez positif lorsqu'on regarde les chiffres. Comment vous entrevoyez l'année 2025 en termes de remise au gouvernement? À quoi on doit s'attendre, nous? Bien, c'est certain que notre engagement, c'est de faire mieux. Alors, on devrait faire mieux que ce qu'on a fait en 2024. Et on travaille dans ce sens. C'est sûr qu'on anticipe une année un peu plus serrée. On le sent, la pression sur le dollar et sur le dollar discrétionnaire. Nous, on est dans le divertissement, donc c'est vraiment le budget qui est le plus rapidement hypothéqué là, ou qui est réduit lorsqu'on voit un contexte économique un peu plus difficile. Mais malgré ça, on a l'intention de générer une croissance. Elle sera peut-être plus modeste, mais il y aura une croissance. Il reste combien de temps, M. le Président? En termes de programme d'aide, festival, événements, c'est important au Québec. Puis l'Auto-Québec joue un rôle depuis plusieurs années. On les connaît, les grands feux ici, notamment à Québec. Ça va se poursuivre encore dans les prochaines années? Oui. L'événementiel où ce secteur-là a été durement touché pendant la COVID n'est pas pleinement revenu. Alors, on est fiers, l'Auto-Québec, de continuer à contribuer d'une façon importante. On est le joueur numéro 2 au Québec là, en termes d'empreintes. Donc, on commandite, on supporte plus de 56 festivals partout au Québec, dans toutes les provinces administratives. Alors, on est fort heureux. Merci pour votre travail. Merci à vous. Alors, merci à vous, M. le député de Beau-Sud. Alors, chers collègues, le temps alloué à l'étude du volet L'Auto-Québec des crédits budgétaires du portefeuille finances est maintenant presque écoulé. Conséquemment, nous allons procéder à la mise aux voix des crédits suivants. Le programme 1, intitulé « Direction et administration » est-il adopté? Adopté sur division. Le programme 2, intitulé « Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière » est-il adopté? Adopté sur division. Le programme 3, intitulé « Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits » est-il adopté? Adopté sur division. Le programme 5, intitulé « Service de la dette » est-il adopté? Adopté sur division. Conséquemment, je dépose les réponses aux demandes des renseignements de l'opposition. Et compte tenu de l'heure, j'ajourne nos travaux. À nouveau, merci pour votre précieuse collaboration.